Morvan regardait l'énorme feuille devant lui. Ses yeux étaient fixés sur les lignes rouges épaisses tracées sur la carte et sur le tampon violet bien visible dans le coin « Très secret défense ». Il tendit la main vers la carte, comme s'il pouvait effacer ces lignes avec ses doigts. « Ne touchez pas, dis-je. » Ma voix était basse, mais suffisamment claire pour ne pas avoir besoin de micro. Le fait pour un civil non autorisé de toucher cette carte est passible de 5 ans d'emprisonnement en vertu de l'article 413 de la loi sur la défense nationale, Monsieur Morvan. Votre fonction de maire ne vous épargnera pas les repas de la prison. Sa main resta suspendue en l'air. Il se figea comme une marionnette dont le marionnettiste aurait soudainement tiré les ficelles. Le sourire de requin sur son visage s'effaça, laissant place à une pure stupéfaction. Je me suis retourné vers la salle. Les gens retenaient leur souffle, observant ce duel étrange sur scène. Vous voyez cette carte, dis-je en allumant le pointeur laser que je tenais à la main. Le point rouge se trouvait exactement au milieu de la baie où Morvan prévoyait de construire son port de plaisance de luxe. Ce n'est pas une piscine. C'est le couloir de silence acoustique d'urgence, utilisé par les sous-marins nucléaires de classe Barracuda de la base navale de Toulon avant de plonger dans les profondeurs de la Méditerranée. Dame, murmure de stupéfaction s'élevèrent dans la foule. Quelle absurdité! S'écria Morvan, se remettant de son choc. C'est une plage publique. Il y a des enfants qui se baignent là-bas. Je le regardais comme s'il s'agissait d'un insecte. À la surface, oui, répondis-je calmement. Mais à 200 mètres sous l'eau se trouve la colonne vertébrale de la dissuasion nucléaire française. Ce couloir est l'une des zones acoustiques les plus sensibles au monde où les sous-marins calibrent leur signature sonore. J'ai déplacé le pointeur laser vers l'endroit où les fondations du projet de centre commercial de Morvan allaient être posées. Et vous, dis-je en durcissant légèrement le ton, vous prévoyez de couler des milliers de tonnes de béton à cet endroit précis et de procéder à des travaux de battage de pieux qui dureront des mois. Les vibrations sismiques et la pollution acoustique générées par ces pieux ne feront pas que brouiller les systèmes de navigation des sous-marins. Elles détruiront également le réseau de capteurs sous-marins sensibles de cette zone. Morvan desserra sa cravate. Il commençait à transpirer, mais il n'avait pas l'intention d'abandonner. C'était un commerçant acculé, et comme tous les commerçants, il pensait pouvoir négocier. Tante Nathalie, dit-il d'une voix tremblante, mais en essayant de conserver son ton dédaigneux. Écoutez, j'admire votre imagination. Vous avez peut-être lu trop de romans de Tom Clancy. Mais nous sommes à Saint-Lumière. Il n'y a pas de base militaire ici. Cette carte. Qui sait depuis combien d'années elle date? Est-ce un vestige de la guerre froide? Je souris. C'était un sourire froid, glacial. Regardez la date dans le coin inférieur droit de la carte, François. Lui dis-je. En l'appelant par son prénom, je lui rendais son manque de respect. Son regard s'est posé sur la date. 14 juillet 2024. A-t-il murmuré. C'était hier. Hier matin, mes anciens amis du département de planification stratégique du ministère de la Défense me l'ont fait livrer par coursier spécial. Ai-je répondu. Parce que je leur ai dit que le très cher maire de notre ville était sur le point de mettre en péril la sécurité nationale au profit d'un centre commercial. Les chuchotements dans la salle s'étaient transformés en discussions animées. Est-ce nucléaire? Est-ce une zone interdite? Qu'adviendra-t-il de nos maisons? Ces questions fusaient dans l'air. Morvan sentit qu'il perdait le contrôle. La panique est le pire ennemi d'un homme politique. Il s'empara du micro. Ça suffit, cria-t-il d'une voix cassée. Cette femme a perdu la tête. Sécurité, sécurité. Faites sortir cette personne immédiatement. Les 2 agents de sécurité à la porte de la salle se dirigèrent vers la scène avec hésitation. Tous 2 étaient des enfants du coin. L'un d'eux, Pierre, était le fils de mon ancien jardinier. Je me suis tourné vers eux. Je n'ai rien dit. Je suis resté immobile, les épaules droites, le menton levé. À cet instant, je ne portais pas une robe à fleurs, mais un uniforme blond immaculé orné de 3 étoiles sur les épaulettes. L'aura de commandement acquise au fil des ans m'enveloppait comme un bouclier invisible. Pierre s'est arrêté au pied des marches de la scène. Il a regardé Morvan, puis moi. Ce n'était pas de la peur qui se lisait dans ses yeux, mais du respect. Il a légèrement incliné la tête et a reculé. Pierre, rugit Morvan, je vous ordonne de le renvoyer. Vous voulez être licencié. Vous ne pouvez pas le toucher, monsieur le maire. Dis-je d'une voix aussi tranchante et froide qu'une lame. Je sortis un deuxième document de mon sac. Cette fois, il s'agissait d'une seule page, portant le sceau aux filles de la République française et la signature du préfet maritime, à compter de 9 heures ce matin. Dis-je en brandissant le document, en ma qualité de directeur du département de la planification stratégique, oui. Même si je suis à la retraite, je conserve mon statut de conseiller honoraire. J'ai déclaré cette zone de sécurité militaire temporaire. Je tendis le document à Morvan qui le prit d'une main tremblante. Donc, François, dis-je en m'approchant de lui,
Je baissai la voix pour que seuls lui et ceux qui se trouvaient au premier rang puissent m'entendre. Vous ne pourrez pas mettre en œuvre votre projet visionnaire. Au lieu d'un centre commercial, vous verrez des barbelés, et au lieu de restaurants luxueux, des gardes armés. Je me suis penché vers son visage. Je pouvais voir ses pupilles se dilater de peur. Et vous aviez dit que vous montreriez la mer à vos petits-enfants de loin. Ai-je dit en insistant sur chaque mot. Vous ne pourrez même sentir le vent qui souffle de cette mer qu'avec ma permission. Je posai le micro sur le pupitre. Ce bourdonnement aigu sonna comme le coup de sifflet final de la carrière de Morvan. Je descendis les escaliers sans me retourner. La foule s'écarta devant moi comme la mer Rouge s'était ouverte en deux. Personne ne disait mot. Seule la respiration rapide et irrégulière de Morvan, qui frappait le micro, se faisait entendre. Lorsque je suis sorti du bâtiment, le soleil de midi m'a ébloui. L'adrénaline s'estompait lentement, laissant place à la fatigue. J'ai serré ma canne plus fort pour empêcher mes mains de trembler. J'avais remporté une bataille. Oui, j'avais humilié Morvan devant tout le monde et mis fin à son projet par un cas. Oh, technique. Mais je n'étais pas stupide. Les hommes comme Morvan sont comme des animaux blessés. Ils deviennent plus dangereux lorsqu'ils sont acculés. Et le capital derrière lui, les entrepreneurs qui attendent ces millions d'euros, les lobbyistes à Paris, ils n'abandonneraient pas si facilement. Alors que j'ouvrais la portière de ma voiture, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je l'ai décroché. À l'autre bout du fil, ce n'était pas une voix métallique et modifiée, mais une voix beaucoup plus familière, beaucoup plus dangereuse. C'était un spectacle impressionnant, Nathalie, dit la voix. Mais avez-vous oublié le règlement de la marine? Si un officier à la retraite intervient dans un projet en cours, sa pension et ses grades sont menacés. Vous jouez avec le feu. Le téléphone s'est éteint. Je souris. Je démarrai la voiture. Il n'avait toujours pas compris. Je ne jouais pas avec le feu. J'étais le feu. Et il y avait beaucoup de bois sec à brûler à Saint-Lumière. Quand je suis rentré chez moi, mon chat Richelieu était assis à sa place habituelle, sur le rebord de marbre devant la fenêtre, à regarder la mer. Quand il m'a vu, il a légèrement remué la queue, mais il n'a pas bougé. Un chat est comme un amiral, pour gagner son respect, il ne suffit pas de le nourrir, il faut aussi respecter son territoire. J'ai accroché ma veste au porte-manteau. La douleur dans mes épaules s'intensifiait à mesure que l'adrénaline retombait. Je m'appuyais contre le comptoir de la cuisine et regardais mes mains tremblantes. La vieillesse. Même si ma volonté était de faire, la biologie était un ennemi tenace. Je me servis un verre d'eau et pris 3 profondes inspirations pour me calmer. Dans la marine, nous appelions cela une pause tactique. Au milieu du chaos, il fallait vider son esprit avant de passer à l'action. Je suis allé dans le salon et j'ai allumé la télévision. Et l'attaque que j'attendais a commencé beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus sale que je ne l'avais prévu. En bas de l'écran défilait le bandeau dernière minute. Le scandale Saint-Lumière, l'héros ou retraité souffrant de troubles mentaux. François Morvan était à l'écran. Mais l'homme en sueur et paniqué de la mairie avait disparu. À présent, avec la magnifique vue du port en arrière-plan, il parlait avec une expression triste mais compréhensive. Sur le visage. À ses côtés se tenait un homme sérieux vêtu d'une blouse blanche. « Chers concitoyens », disait Morvan d'une voix douce comme du velours. Ce qui s'est passé aujourd'hui nous a tout profondément attristés. Madame Baye est un atout pour cette ville, voire pour ce pays. Elle a servi notre armée pendant des années. Mais, il marqua une pause dramatique. Malheureusement, la solitude et la vieillesse peuvent parfois brouiller l'esprit, même chez les plus forts. Je plissai les yeux. Astucieux, murmurai-je. Il me présentait non pas comme une ennemie, mais comme une tante malade. On peut attaquer un ennemi, mais on ne peut qu'éprouver de la pitié pour une femme malade. C'était la manière la plus sournoise de me discréditer. Morvan a poursuivi, je suis accompagné du docteur Renard. Il est spécialiste des troubles cognitifs liés à la vieillesse. Les scénarios nucléaires, dont parle Madame Baye, pourraient malheureusement être le reflet des traumatismes de la guerre froide. Les cartes qu'elle a montrées sont probablement des scénarios d'exercice datant d'il y a plusieurs années. Nous avons contacté le ministère de la Défense qui nous a confirmé qu'il n'y avait aucune restriction militaire active dans la région. C'est un mensonge éhonté et effronté. Il avait obtenu un démenti officieux. Grâce à ses relations au ministère, nous, dit Morvan en regardant la caméra d'un air triste, nous n'en voulons pas à Madame Baye. Nous allons l'aider. Malgré ces délires qui troublent la paix de notre ville, notre projet va se poursuivre à un rythme soutenu. J'ai éteint la télévision. Si j'avais été une personne ordinaire, j'aurais pleuré de rage. J'aurais jeté quelque chose sur la télévision ou j'aurais immédiatement décroché mon téléphone pour essayer de me défendre. C'est exactement ce qu'attendait Morvan. Je ne devais pas paniquer, dire n'importe quoi et confirmer sa thèse de la femme folle. Mais je ne panique pas. Je planifie. Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement déjà vécu au moins une fois dans votre vie ce moment où quelqu'un vous a accusé de réagir de manière excessive.
de rêver, ou d'être trop sensible. Si vous êtes du côté de la vérité contre la manipulation, aimez la vidéo pour le montrer. Parce que maintenant, nous allons commencer la leçon pour démanteler cette manipulation. Je me suis rendu dans mon bureau. Une pièce sombre dont les murs sont recouverts de livres. J'ai tendu la main vers le vieux téléphone fixe sécurisé posé sur mon bureau. Mais avant de décrocher le combiné, une notification sur l'écran de mon ordinateur a attiré mon attention. Une alerte concernant mon compte bancaire. Je me suis connecté à mon compte Crédit Agricole en ligne. Un message rouge clignotait à l'écran. Votre compte a été temporairement gelé en raison d'une enquête pour transactions suspectes. À la demande de la brigade financière. J'ai éclaté de rire. Vraiment. Ce n'était pas un rire nerveux, mais un rire admiratif. Bravo François. Ai-je dit en regardant l'écran. Tu es rapide. Tu menaces de couper ma pension de retraite, de me laisser sans argent et de m'empêcher de prendre un avocat. La voix au téléphone avait raison. Je ne me battais pas seulement contre un maire local, mais contre une pieuvre qui s'étendait jusqu'à Paris. Seuls ceux qui évoluent dans les couloirs obscurs de l'État profond ont le pouvoir de geler le compte d'un amiral à la retraite en 2 heures. Mais ils avaient oublié une chose. J'étais stratège. J'avais toujours un plan B, un plan C et même des plans allant jusqu'à la fin de l'alphabet. J'ai ouvert mon coffre-fort en acier. J'en ai sorti cette vieille mallette en cuir que j'avais mise de côté il y a des années au cas où, que personne ne connaissait et qui était remplie d'argent liquide et d'or. Et surtout, le répertoire téléphonique noir qui se trouvait au fond du coffre. Ce répertoire ne contenait pas les numéros des généraux ou des ministres. Il contenait les numéros de vieux amis, mis à l'écart du système, mais dont les compétences étaient inestimables. J'ai feuilleté les pages et je me suis arrêté à la lettre L. Luc. Luc était autrefois le plus brillant expert en cybersécurité de la DGSE, les services secrets français. Il y a 5 ans, il avait été renvoyé de l'armée et sa vie avait basculé pour avoir accédé sans autorisation à des données. Après avoir découvert le réseau de pornographie infantile d'un sénateur, c'est moi qui l'avais sauvé de la prison. Il vit aujourd'hui près de Marseille, dans une caravane délabrée, et s'introduisait probablement par ennui dans les serveurs les mieux protégés au monde. J'ai composé le numéro. Il a répondu à la 3e sonnerie. Amiral, dit la voix. Il n'y eut pas de présentation. Seules 3 personnes connaissaient mon numéro et les 2 autres étaient mortes. Luc, ai-je dit. Les vacances sont finies. Je regardais les informations. A-t-il répondu? Sa voix était couverte par le cliquetis du clavier. Le maire vous démolit. Le hashtag Amiral Dément est en tête des tendances sur Twitter. Ce sont des comptes automatisés. La source provient de serveurs russes, mais la trace de l'argent mène à une agence de relations publiques à Paris. Je m'y attendais. Ai-je répondu? Ils ont gelé mes comptes. Je vois. Dit Luc. Sa voix était enjouée. Je me suis connecté au système 2 minutes avant ton appel. J'ai trouvé qui était le procureur qui avait bloqué tes comptes. J'ai aussi découvert que cet homme avait reçu la semaine dernière des honoraires de consultation, très élevés provenant d'un compte aux îles Caïmans. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? J'ai souri. C'était pour cela que je travaillais avec Luc. Je veux que tu me trouves tout ce que tu peux sur cette agence de relations publiques, ce procureur et surtout, la société de construction Grand Horizon. Derrière François Morvan, Luc. Pas les registres officiels, les faits. Avec qui ils couchent, d'où ils tirent leur argent, ce qu'ils cachent vraiment quand ils se confessent à l'église le dimanche. Tout. Ça va coûter cher, amiral. Tu sais bien que mon équipement est obsolète. Je t'ai réservé un fonds spécial dans la caisse, lui dis-je. Retrouve-moi demain matin à l'ancien phare, à l'extérieur de Saint-Lumière. Et Luc, apporte de l'insecticide. Je soupçonne que ma maison est sur écoute. Compris, amiral. Que la chasse commence. Je raccrochai le téléphone. Je regardai par la fenêtre. Le soleil se couchait et une obscurité rouge s'abattait sur Saint-Lumière. Morvan était en train de siroter son champagne, pensant m'avoir neutralisé et célébrant sa victoire. Il pensait que j'étais une femme âgée, seule et sans le sou. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un sous-marin ne cause pas le plus de dégâts lorsqu'il est à la surface, mais lorsqu'il plonge dans les profondeurs et s'enfonce dans le silence. Richelieu vint se frotter contre ma jambe. Je le pris dans mes bras. Tu as raison, mon garçon, lui dis-je. Le jeu ne fait que commencer. Il est 4 heures du matin. Pour la plupart des gens, c'est l'heure où le sommeil est le plus profond. Pour moi, c'est l'heure de l'opération. L'ancien phare de Saint-Lumière, situé à 3 kilomètres à l'ouest du village, se trouvait à l'extrémité d'un promontoire rocheux déserté où régnaient les mouettes et les crabes. J'ai caché ma voiture dans les buissons et je me suis dirigé vers la porte en fer rouillé, mon sac lourd à la main. Le vent me fouettait le visage de gouttelettes d'eau salée. Lorsque j'ouvris la porte, l'intérieur était très différent de ce à quoi je m'attendais.
Au lieu d'une odeur d'humidité, c'est une odeur familière d'électronique légèrement brûlée et de café-filtre qui me monta au nez. Luc avait transformé la salle du phare, au dernier étage, en une petite succursale de la NASA. Câbles s'entremêlaient comme des lianes sur les murs, et 6 écrans différents diffusaient une lumière bleue. Lui-même, vêtu d'une capuche déchirée et de gants sans doigts, tapait sur les touches comme un virtuose du clavier. « Vous êtes en retard, amiral », dit-il sans même se retourner. J'ai pris la dernière goutte de café. Il y avait du trafic, répondis-je d'un ton moqueur. À cette heure-là, il n'y avait que des renards sur la route. Raconte ce que tu as trouvé, Luc. Nous avons peu de temps. Luc fit pivoter sa chaise. Son visage était pâle à la lumière de l'écran, mais ses yeux brillaient d'excitation, comme ceux d'un chasseur. Morvan est un idiot, dit Luc en me tendant sa tablette, mais un idiot dangereux. Au début, je cherchais seulement des preuves de corruption. Les affaires municipales classiques. Commission sur les marchés publics pour les travaux de voirie, départ sur les aménagements paysagers. Mais ensuite, j'ai creusé plus profondément. Dans la structure actionnariale de l'entreprise de construction Grand Horizon, il y avait un schéma complexe à l'écran. Flèche, des cases, des noms. La société semble appartenir à Blue Ocean Holding, une société écran basée au Luxembourg, expliqua Luc. Mais en regardant les membres du conseil d'administration de Blue Ocean, j'ai vu que 3 d'entre eux étaient en fait décédés et que 2 autres étaient des sans-abri vivant à Chypre du Sud. Un schéma classique de blanchiment d'argent. Ça ne suffit pas, Luc, ai-je dit en examinant la carte. Les affaires de blanchiment d'argent durent des années. J'ai besoin de quelque chose qui permette d'arrêter Morvan immédiatement. Une menace concrète. Luc a souri. Il gardait toujours sa meilleure carte pour la fin. Je sais, dit-il en affichant un document sur l'écran principal. Il s'agissait d'un rapport technique scanné. Il portait la mention CONFIDNCEL interne. Je ne suis pas entré dans les serveurs de l'entreprise de construction, dit Luc en clignant de l'œil. J'ai juste lu les emails que l'ingénieur en chef de l'entreprise a envoyés à sa maîtresse. Le type doit avoir mauvaise conscience, car il a tout avoué. Je me suis approché du document. En le lisant, mon sang s'est glacé. Le rapport concernait les matériaux de remblayage et la qualité du béton qui serait utilisé dans le projet portuaire. Afin de réduire les coûts, au lieu d'utiliser du béton marin conforme aux normes, on allait utiliser un mélange bon marché de scories et de sable marin contenant des déchets chimiques. Du sable marin, murmurai-je. Cela va rouiller le fer dans le béton. Cette structure ne tiendra même pas 5 ans. Pire encore, a dit Luc en pointant du doigt un paragraphe, la méthode d'enfoncement des pieux qu'ils vont utiliser. Ils ont choisi une méthode bon marché appelée compactage dynamique. Cette méthode crée d'énormes ondes de choc au fond de la mer. J'écarquillai les yeux. Luc, cette zone. Oui, dit Luc en prenant un ton sérieux. Ton couloir sous-marin. Si ces ondes de choc atteignent l'intensité prévue, elles pourraient déplacer la couche de sédiments au fond de la mer. Cela provoquerait un glissement de terrain sous-marin juste à l'entrée du couloir. Tout sous-marin qui passerait par là se retrouverait enseveli sous des tonnes de boue. Il y eut un silence. Seul le bruit du vent à l'extérieur se faisait entendre. Ce n'était pas de la corruption. C'était une catastrophe militaire potentielle. Morvan, pour gagner 3 sous de plus, mettait en danger les navires les plus coûteux de la marine française et les centaines de personnes qui s'y trouvaient. Pouvons-nous le prouver ? Demandai-je. Je veux dire, de manière acceptable devant un tribunal ? Luc haussa les épaules. Ces emails ont été obtenus illégalement. Ils ne peuvent pas être utilisés comme preuve devant un tribunal. Mais, il appuya sur une touche. Un grésillement retentit dans les haut-parleurs. Je sais Jacques, je sais que c'est risqué. Mais je m'en fiche. Mettez ce rapport sous le tapis. J'ai appelé notre contact à la direction maritime, il approuvera le rapport d'impact environnemental. Construisez-moi juste ce foutu centre commercial. Si cette vieille sorcière de bail pose problème, on s'occupera d'elle. Elle aura peut-être un accident malheureux chez elle, qui sait. La voix appartenait à François Morvan. Luc a dit le téléphone du maire est automatiquement sauvegardé dans le cloud. Tu sais quel était son mot de passe ? Parent 1, 2, 3. Vraiment. Cet enregistrement vocal prouvait que Morvan n'était pas seulement négligent, mais qu'il était également assez fou pour planifier un meurtre. À ce moment-là, nous avons entendu un bruit sur le chemin de gravier à l'extérieur du phare. Le bruit d'un pneu de voiture écrasant les graviers. Les phares étaient éteints. Luc s'est approché d'un des écrans. Quelqu'un approche. A-t-il chuchoté. Je vois 2 personnes sur la caméra thermique. Elles ont quelque chose à longue portée dans les mains. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais mon esprit est resté froid. Tu as apporté l'insecticide, Luc ? Avais-je demandé au téléphone. C'est ce que je voulais dire. La possibilité que nous soyons suivis. La porte arrière. Demandai-je. Elle est verrouillée et rouillée. Répondit Luc. La seule issue est la porte d'entrée.
et il se dirige vers elle. Si vous vous êtes déjà retrouvé acculé dans un coin, vous connaissez ce moment où vous n'avez nulle part où aller. La plupart des gens se figent à ce moment-là. Mais les stratèges utilisent ce moment pour changer la donne. Je devais maintenant faire un choix. Soit nous rendions notre dernier souffle ici, dans ce phare, avec les preuves que nous avions, soit je faisais un coup que Morvan n'attendait pas. Mes spectateurs, mes amis. Parfois, votre plus grande arme est le mépris que votre ennemi vous porte. Si vous vous êtes déjà rebellé contre ceux qui vous ont dit tu n'y arriveras pas, tu n'y parviendras pas, laissez un emoji en forme de flamme dans les commentaires. Car maintenant, nous allons détruire ce phare sur leur tête. J'ai sorti de mon sac l'autre chose que j'avais demandé à Luc d'apporter. Un vieux pistolet lance-fusée de fabrication soviétique. Ce n'était pas un souvenir de la marine, mais un cadeau. Confisqué à des contrebandiers. Luc, ai-je dit. Efface les serveurs. Télécharge tout sur le cloud et brûle les disques locaux. Et toi, tu vas faire quoi? Demanda Luc en démontant les disques durs. Moi? J'ai levé le chien du pistolet. Je vais leur faire un peu de lumière. La poignée de la porte s'abaissa lentement. Je retins mon souffle. Morvan me croyait malade et vieux. Il me croyait sans défense. Mais dans quelques instants, les hommes à la porte allaient avoir la surprise la plus éclatante et la plus bruyante de leur vie. Le jeu n'était pas terminé. Le jeu devenait sauvage. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai appuyé sur la gâchette. Les pistolets à fusée éclairante ne sont pas conçus pour tuer, mais pour être remarqués. Mais dans un couloir étroit, lorsque vous tirez sur deux hommes équipés de lunettes de vision nocturne, l'effet est similaire à celui d'une grenade. La fusée au magnésium phosphorès est sortie du canon avec un sifflement terrifiant et a explosé en heurtant le mur de pierre du couloir. Une lumière rouge aveuglante de 30 000 candélas a transformé l'intérieur de la lanterne en enfer. Les lentilles sensibles des lunettes de vision nocturne ont dû brûler la rétine des hommes avec cette explosion de lumière soudaine. Dame crie. Meilleux. Bon sang, je suis aveugle. Maintenant, Luc, cours. Ai-je crié. Luc, son sac rempli de disques durs sous le bras, son ordinateur dans l'autre main, traversa la fumée comme un fantôme. Je me précipitai à sa suite. En sautant par-dessus l'un des hommes qui se tordait de douleur au sol, je ne manquai pas d'abattre ma canne avec force sur ses côtes. Non seulement pour le neutraliser, mais aussi pour qu'il se souvienne de cette nuit. Lorsque nous sommes sortis du phare, l'air marin pur nous a brûlé les poumons. Mais nous ne pouvions pas nous arrêter. On prend la voiture, demanda Luc à bout de souffle. Non. Ai-je répondu en le tirant par le bras. Ils ont crevé les pneus. Et ils nous tendent un piège sur la route. On descend par les rochers. Par les rochers? Amiral, c'est du suicide. Allez, Luc. Le sentier derrière le phare était un chemin de chèvre presque vertical, connu uniquement des anciens contrebandiers et des passionnés de cartographie comme moi. Descendre dans l'obscurité était de la folie. Mais quand on fuit des hommes armés, la folie est la stratégie la plus sensée. Alors que nous descendions vers les rochers acérés battus par les vagues, nous entendions les coups de feu tirés au hasard depuis le phare, en haut. Les balles frappaient les rochers au-dessus de nos têtes et projetaient des étincelles. Mon pied a glissé. Je suis resté suspendu dans le vide pendant un instant. Les eaux noires en contrebas bouillonnaient comme la gueule d'un monstre affamé. Luc m'a attrapé le poignet avec une agilité inattendue. Ce hacker maigre, qui passait ses journées devant son ordinateur, m'a alors tiré vers le haut avec désespoir. Je n'ai pas l'intention de te perdre, amiral, a-t-il dit entre ses dents. Je n'ai pas encore reçu mon argent. J'ai souri. L'adrénaline l'emportait sur la peur. Nous avons finalement atteint le rivage, cette petite crique secrète. C'était un endroit isolé où je ramassais des moules quand j'étais enfant, où personne ne venait jamais. Que faisons-nous maintenant? A demandé Luc en s'effondrant sur les rochers. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Ma caravane n'est plus en sécurité non plus. J'ai sorti de ma poche une vieille clé enveloppée dans un sac étanche. Connais-tu la plus ancienne règle de Saint-Lumière, Luc? Demandai-je. Les marins ne se cachent jamais à terre. 1 heure plus tard, nous étions dans la cabine d'un bateau de pêche rouillé, délabré et amarré dans la partie ferraille du port, à l'extrémité du quai. Ce bateau était un héritage de mon père. Vu de l'extérieur, il ressemblait à une épave sur le point de couler. Mais son moteur était un Volvo Penta modifié et sa cabine était mon refuge pour le jour du jugement dernier. Luc a été choqué lorsqu'il est monté à bord du bateau. Il a sifflé en voyant les radios militaires, le téléphone satellite et les cartes détaillées accrochées au mur. « Waouh » a-t-il dit. « Tu n'as pas vraiment pris ta retraite. Tu t'es juste mis sous terre. Prépare le thé, Luc. » Lui ai-je dit en retirant ma veste mouillée pour enfiler un pull en laine épais. Et branche ses disques au système. Nous devons nettoyer l'enregistrement vocal de Morvan. À l'aube, Saint-Lumière s'éveillait. Les pêcheurs préparaient leurs filets, les boulangeries diffusaient l'odeur des croissants frais. Personne n'était au courant du conflit qui se déroulait dans le phare. À quelques kilomètres de là, pas encore.
Luc marmonna quelque chose devant son ordinateur. Amiral. J'ai trouvé autre chose dans les emails de Morvan. Une date. Je m'approchai de lui. L'écran affichait une page de l'agenda de Morvan. 18 juillet, 20h soirée de lancement du Grand Horizon. Lieu château historique. Invité le ministre adjoint, le gouverneur régional, les investisseurs et la presse. Dans 2 jours. Dit Luc. Le grand soir. Ils vont signer officiellement le projet. Ce sera retransmis en direct. Mes yeux se posèrent sur le point rouge de la carte, le couloir nucléaire. Puis je repensai au visage arrogant de Morvan, à la façon dont il m'avait traité de vieille folle, à la façon dont il avait envoyé des tueurs à gages chez moi. On ne peut pas aller voir la police, me suis-je dit. Si le préfet est là, le chef de la police est là aussi. Si on leur donne cet enregistrement, ils le détruiront en prétextant un manque de preuves. Et on mourra dans un accident de la route. Luc m'a regardé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le divulgue sur Internet? À la manière de Wikileaks? Non, ai-je répondu. Internet est un océan, Luc. Si tu jettes une goutte de poison dans l'océan, elle disparaîtra. Nous devons verser ce poison directement dans la coupe du roi. Je me suis levé. Par la petite fenêtre de la cabine, j'ai regardé le château historique qui se dressait au sommet de la colline. Les préparatifs devaient avoir commencé. Morvan veut un spectacle. Dis-je, ma voix reprenant son ton froid et métallique. Un gala luxueux, des caméras, des applaudissements. Nous lui donnerons le spectacle qu'il veut, Luc. Comment ça? Nous allons nous infiltrer dans ce gala, répondis-je. Luc a ri. Toi et moi? Comment? Nous n'avons pas d'invitation. De plus, nous sommes peut-être recherchés en ce moment. Tu vas pirater les systèmes audio et vidéo du château. Ai-je répondu tandis que le plan se dessinait dans mon esprit comme un échiquier. Quant à moi, je vais monter sur scène. Mais cette fois, ce ne sera pas en tant que tante. Je sortis du coffre cette valise noire qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années et qui sentait la naphtaline. J'ouvris la fermeture éclair. À l'intérieur se trouvait mon uniforme de vice-amiral, d'un blanc immaculé, impeccablement repassé, avec des épaulettes dorées. À côté, les médailles à accrocher sur la poitrine. Luc a regardé l'uniforme avec respect. Morvan a essayé de m'humilier devant tout le monde. Ai-je dit en touchant le tissu de l'uniforme. Maintenant, je vais le juger devant son ministre, son gouverneur et toutes ses caméras, au milieu de la scène qu'il a lui-même créée. Les yeux de Luc se sont mis à briller. C'est de la folie. Et j'adore ça. Prépare-toi, Luc, dis-je. Nom de l'opération Aube Rouge. Objectif, la destruction politique et physique de François Morvan. Dehors, le soleil se levait, mais pour Morvan, l'obscurité ne faisait que commencer. Clic. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. La Légion d'honneur sur ma poitrine brillait même dans la pénombre de la cabine du bateau. Les galons dorés sur ma veste blanche, les 3 étoiles sur mes épaules. Tout était à sa place. Mais le plus important, c'était l'expression de mon visage. L'attente à la retraite avait disparu. Les poches sous mes yeux étaient peut-être toujours là, mais mon regard était aussi fixe que celui d'un torpilleur verrouillant sa cible dans les dernières secondes. Tu es prêt, Luc? Demandai-je sans me retourner. Luc s'agitait nerveusement dans sa combinaison grise ample. Il portait autour du cou une fausse carte système scénique et sonore. Dans sa mallette technique noire, il n'y avait pas des cyberarmes valant des millions de dollars, mais un dispositif simple mais mortel. « Je suis prêt, amiral », dit-il en ajustant sa fausse moustache. Mais ce plan. Vous allez entrer par la porte principale. Moi, par la porte arrière. Si nous nous faisons prendre, le meilleur scénario serait d'être jugé par un tribunal militaire. Je souris. Sans risque, pas de victoire, Luc. Allez, descends le bateau. Le château de Saint-Lumière, situé au sommet de la ville, était un immense amas de pierres qui surplombait la mer depuis des siècles. Ce soir-là, il était illuminé par l'arrogance de François Morvan. Dames projecteurs balayaient le ciel, et des voitures de luxe de location faisaient la queue sur la route pavée. Morvan se tenait dans la cour du château, une coupe de champagne à la main. À ses côtés se trouvait le ministre adjoint. Le rire de Morvan était si fort et si artifié qu'il couvrait le son du quatuor de musique classique qui jouait dans la cour. « Monsieur le ministre », disait-il en montrant le port du doigt, ce n'est pas seulement un centre commercial. Ce sera le symbole de la France moderne. À la place de ces vieux abris de pêcheurs rouillés, nous érigerons un monument de verre et d'acier. Le ministre adjoint souriait, ennuyé, mais avec une politesse toute politique. Bien sûr, François. Mais cette histoire d'ancien militaire, ce qui a été publié dans la presse. J'espère qu'il n'y aura pas de désagrément ce soir. Le visage de Morvan s'assombrit un instant, mais il se ressaisit aussitôt. Nathalie? Ah, la pauvre femme. D'après ce que j'ai entendu, elle s'est enfermée chez elle, honteuse. Ne vous inquiétez pas, nos mesures de sécurité sont maximales.
Personne ne peut entrer ici. Peut-être qu'aucun oiseau ne pouvait entrer. Mais un technicien, lui, pouvait. Lorsque Luc arriva au contrôle de sécurité de l'entrée de service du château, son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine. Le grand gardien de sécurité à la porte consulta la liste qu'il tenait à la main. « Votre nom ?» Pierre, répondit Luc en rendant sa voix plus grave. « Je viens pour les systèmes audio. Il y a un grésillement dans le micro principal, on m'a demandé de le réparer avant le discours de monsieur Morvan. » Le gardien regarda Luc d'un air méfiant. Puis il pointa le détecteur de métaux vers lui. L'appareil s'arrêta lorsque le tournevis dans la poche de Luc déclencha l'alarme. « Ouvrez votre sac. » Luc ouvrit son sac. Il contenait des câbles, des microphones et une tablette. Le gardien fouilla dans les câbles. Luc retint son souffle lorsque le gardien toucha le disque dur rempli de logiciels spéciaux situé sous la tablette. « Bon, passe. » dit le gardien, perdant tout intérêt. « Mais dépêche-toi. Le président va monter sur scène dans 20 minutes. » Luc prit une profonde inspiration en entrant. « Première étape terminée, amiral. » murmura-t-il dans le micro fixé à son col. « Je suis à l'intérieur. Je me dirige vers la salle de contrôle principale. » De mon côté, j'approchais à ce moment-là de la grotte secrète sous le château avec le petit bateau de la Méduse. C'était l'entrée de l'ancien tunnel d'évacuation du château qui menait à la mer. Morvan se vantait de préserver le patrimoine historique, mais il ne connaissait pas son histoire. Moi, je la connaissais. Quand j'étais enfant, nous jouions à cache-cache dans ces tunnels. J'ai amarré le canot. J'ai commencé à gravir les marches humides et sombres du tunnel. 300 marches. À chaque marche, mon souffle se coupait un peu plus. Mes genoux me faisaient mal. Mais chaque douleur aiguisait un peu plus ma colère. En haut, Luc avait atteint la salle de contrôle. La porte de la pièce était verrouillée, mais pour Luc, le verrou n'était qu'une énigme à résoudre. Il lui a fallu 40 secondes pour contourner le verrou électronique. À l'intérieur, 2 techniciens contrôlaient l'écran géant et le système audio de la scène. Ils mangeaient des pizzas. Lorsque Luc ouvrit la porte et entra, ils le regardèrent avec étonnement. « Et, tu ne peux pas entrer ici », dit l'un d'eux. Luc a pressé le petit spray qu'il tenait dans sa main. Un gaz incapacitant à action rapide. Un autre souvenir. De l'inventaire de la marine. En quelques secondes, les techniciens se sont effondrés sur la table. La pièce est sécurisée. Dit Luc. Je contrôle le système. Il s'assit devant l'ordinateur. Il inséra le disque dur. Dame codes commencèrent à défiler à l'écran. Amiral, dit Luc. J'ai trouvé le dossier de présentation de Morvan. Ces animations sophistiquées. Je les efface toutes. Et à la place, je télécharge notre vidéo spéciale. Parfait. Dis-je. J'avais franchi la dernière étape. Devant moi se trouvait une porte en fer donnant accès à la cave à vin du château. Je poussai la porte. Elle s'ouvrit en grinçant. Je passai de la cave à la cuisine, puis dans le couloir menant à la cour principale. Le gala battait son plein. Les serveurs transportaient des plateaux de caviar, les femmes élégamment vêtues riaient aux éclats. Et moi, j'attendais dans l'ombre du couloir. La blancheur de mon uniforme brillait dans l'obscurité comme un fantôme. Je regardais ma montre. Il était 20 heures. Morvan est monté sur scène. Les applaudissements ont éclaté. « Merci, merci », a dit Morvan. Ce soir marque le début d'une nouvelle ère pour Saint-Lumière. Je touchai son micro. Du moins, mentalement. Je fis signe à Luc. C'est maintenant, Luc. Luc a appuyé sur la touche entrée. Dans la salle de contrôle, le logo Grand Horizon de Morvan est apparu sur l'écran géant de la scène. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Le logo tremblait, les couleurs étaient déformées. La musique s'est soudainement arrêtée. À la place, un son grave, sourd et effrayant s'est fait entendre. Un son de sonar. Ping, ping, ping. La foule se tut. Tout le monde regardait l'écran. Morvan se retourna, stupéfait, vers l'écran. « Équipe technique, que se passe-t-il ? Lancez la musique » cria-t-il. Mais la musique ne revint pas. À la place, l'écran devint noir, puis le graphique des ondes sonores enregistrées dans le phare apparut. La voix de Morvan résonna dans toute la cour. « J'ai appelé notre homme à la préfecture maritime. Construisez-moi ce foutu centre commercial. Si cette vieille sorcière de bail nous cause des problèmes, on s'occupera d'elle. » Un froid glacial s'abattit sur la salle. Le ministre adjoint posa son verre sur la table. Morvan était figé. « C'est un montage. C'est un mensonge », cria-t-il dans le micro. À ce moment précis, ce ne sont pas les grandes portes en chêne de la cour qui s'ouvrirent, mais la porte du couloir ombragé derrière la scène. Juste derrière Morvan, et je marchais vers la lumière. Je n'avais pas de canne. Je ne boitais pas. Je marchais la tête haute. Les médailles sur mon uniforme reflétaient les lumières de la scène et éblouissaient les yeux. Quand Morvan m'aperçut, je vis le sang se retirer de son visage à 50 mètres de distance. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme.
Je ne me suis pas dirigé vers lui pour prendre le micro, car Luc avait déjà activé mon micro-cravate. Ma voix s'abattit comme un coup de massue sur les respirations paniquées de Morvan. Ce n'est pas un montage, François, ai-je dit. Ma voix était calme, forte et accusatrice. Juste. De la transparence. Lorsque je suis arrivé au milieu de la scène, Morvan a reculé d'un pas. Il a failli tomber de la scène. J'ai regardé les centaines de personnes dans la salle, puis le ministre, et enfin Morvan, les yeux écarquillés d'horreur. Mesdames et messieurs, ai-je dit, le vrai spectacle commence maintenant. Si vous voulez voir la justice se faire non seulement dans les salles d'audience, mais parfois aussi sous les projecteurs, au lieu de tout, ne manquez pas la suite de l'histoire. Et n'oubliez pas que parfois, les plus grandes tempêtes viennent des eaux les plus calmes. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous sentez que l'équilibre des pouvoirs s'est modifié. Mais ce soir-là, le changement dans la cour du château était physique. L'atmosphère était lourde, les coupes de champagne gelées dans les mains. Debout sous les projecteurs dans mon uniforme blanc immaculé, François Morvan, tremblant devant moi, n'avait plus l'air d'un maire, mais d'un enfant pris en flagrant délit. « Sécurité !» a crié Morvan d'une voix cassée. « Emmenez cette femme. C'est un coup d'État. C'est du terrorisme. » Deux agents de sécurité se précipitèrent vers la scène. Mais ils s'arrêtèrent, car le ministre adjoint, assis au premier rang, avait légèrement levé la main. C'était un signe politique qui signifiait « attendons de voir ». Le pouvoir s'éloignait de Morvan pour se diriger vers moi, et le ministre adjoint, comme tout bureaucrate expérimenté qui ne veut pas rester sur un navire en perdition, évaluait la direction du vent. Je ne m'approchais pas du micro. Je parlais dans le micro invisible fixé à mon col, d'un ton calme, comme si Morvan et moi étions seuls à dîner. Mais grâce au système audio piraté par Luc, ma voix résonnait dans Toussaint-Lumière, et même sur les bateaux de pêche dans le port. Du terrorisme, François, ai-je dit en mettant la main dans ma poche. Morvan sursauta, pensant que j'allais sortir une arme. Mais la seule chose que je sortis fut une petite clé USB rouge. Du vrai terrorisme, ai-je dit en brandissant la clé. Pour se remplir les poches, il prévoit d'utiliser des explosifs qui vont déclencher les failles sous cette ville. Les yeux de Morvan se fixèrent sur la clé USB. Mensonge, s'écria-t-il en se tournant vers les spectateurs. Les bras en l'air, il cherchait désespérément du soutien. Cette femme est folle. Cette clé est vide. Tout cela n'est qu'un complot. Vraiment, dis-je. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Je levai légèrement la tête. Luc, à toi. Sur l'écran géant derrière moi, le logo Grand Horizon de Morvan s'est effacé pour laisser place à un document clair et en haute résolution. Il s'agissait du rapport d'étude géotechnique du sol, mais pas celui que Morvan avait présenté au conseil municipal, le vrai rapport. Celui que la société de construction avait conservé dans ses coffres. J'ai lu les lignes marquées en rouge, risque de liquéfaction du sol, 85%. Si la méthode de compactage dynamique est utilisée, le risque de déclenchement d'un tremblement de terre de magnitude 3,5 et d'un glissement de terrain sous-marin est certain. D'âmes cris d'horreur ont retenti dans la salle. Plusieurs personnes ont reculé en sursautant, comme si le sol se dérobait sous leurs pieds. Pouvez-vous lire cela, monsieur le ministre? Ai-je demandé en regardant directement le ministre adjoint. Le visage du ministre adjoint était livide. Il desserra sa cravate. Évitant le regard de Morvan, il répondit « Nous n'étions pas au courant de ce rapport. » Sa voix était faible, mais les micros l'ont capté. À ce moment-là, Morvan était fini. Il avait perdu tout soutien politique. Mais Morvan, aveuglé par son orgueil, a refusé d'admettre sa défaite et s'est montré agressif. Il s'est approché de moi, le visage déformé par la colère. « Vous, siffla-t-il. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes qu'un vieillard à la retraite. Vous ne pouvez pas me tenir tête dans ma ville, sur ma scène. Vous avez acheté cet uniforme au marché. » Il a essayé de poser sa main sur mon épaule, sur mon épaulette dorée. Ce fut sa dernière erreur de la soirée. La première chose qu'on nous apprend dans la marine, c'est que le grade n'est pas seulement un morceau de tissu porté sur l'épaule. Le grade, c'est une attitude. J'ai attrapé sa main en l'air. Avec le réflexe acquis lors de mes entraînements de Krav Maga, j'ai plié son poignet dans un angle léger mais douloureux. Juste un peu. Pas assez pour qu'il crie, mais suffisamment pour l'empêcher de bouger. Je me suis approché de son visage. J'ai regardé dans ses yeux, dans cette obscurité remplie de peur. Je suis la vice-amirale Nathalie Bailly. Ai-je murmuré, mais ma voix a résonné comme un coup de tonnerre dans les haut-parleurs. Pendant 40 ans, j'ai combattu des monstres que tu ne peux même pas imaginer, François. La pression au fond de l'océan, les fuites des réacteurs nucléaires, les flottes ennemies. Un petit agent immobilier ambitieux comme toi n'est qu'un entraînement pour moi. Je lâchai son poignet. Il perdit l'équilibre, recula et trébucha sur l'un des écrans de scène avant de tomber par terre. Son costume italien hors de prix était couvert de poussière.
La coupe de champagne était brisée, ses morceaux éparpillés partout. Alors qu'il était à terre, complètement impuissant, j'ai porté le coup de grâce. Et cet uniforme? Ai-je dit en ajustant ma veste. Il n'a pas été acheté au marché. Cet uniforme m'a été remis en personne par le président le jour où j'ai sauvé des citoyens français retenus en otage par des pirates au large des côtes somaliennes. Un applaudissement retentit dans la salle. Une seule personne. Je me suis retourné. C'était le ministre adjoint qui applaudissait. Dames, applaudissements lents, rythmés et précis. Puis le gouverneur à côté de lui s'est joint à lui. Ensuite, les hommes d'affaires à l'arrière. Et soudain, toute la cour, au-dessus du trou de honte dans lequel Morvan était tombé, applaudissait ma victoire. Ces applaudissements n'étaient pas pour moi, parce qu'ils m'aimaient. C'était parce qu'ils voyaient que le pouvoir avait changé de main. Le roi était mort, vive la nouvelle reine. Alors que Morvan essayait de se relever, d'autres silhouettes apparurent dans l'ombre derrière la scène. Cette fois, ce n'étaient pas mes fantômes, mais le visage froid de l'État, la gendarmerie, mais pas des policiers ordinaires, la gendarmerie maritime. Avec leurs bérets noirs et leurs armes à canon long, ils contrastaient avec l'atmosphère fastueuse du bal, comme une dure réalité. Le capitaine à l'avant monta sur scène. Il me salua. Un salut militaire, mon amiral, dit-il respectueusement. Puis il se tourna vers Morvan, allongé sur le sol. François Morvan, dit le capitaine en ouvrant le mandat d'arrêt qu'il tenait à la main. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir mis en danger la sécurité nationale, falsifié des documents, entravé un marché public et incité à commettre un attentat contre un fonctionnaire. Assassinat? S'écria Morvan tandis que les policiers le relevaient et lui passaient les menottes. Quel assassinat? Je n'ai tué personne. Une nouvelle image apparut à l'écran. Luc avait encore fait des siennes. C'était l'image thermique du phare. Les deux hommes armés balayaient le phare et je répondais avec ma fusée éclairante. Ces hommes, dis-je en regardant Morvan menotté, sont actuellement à l'hôpital où ils reçoivent des soins ophtalmologiques. Et ils ont commencé à parler, François. Ils t'ont désigné. Morvan m'a jeté un dernier regard tandis que les policiers l'emmenaient. Ce regard n'exprimait plus de colère, seulement une pure destruction. Pourquoi? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Pourquoi tu n'es pas restée chez toi à caresser tes chats, Nathalie? Pourquoi? Je fis un pas vers lui. Les projecteurs éclairaient mon visage. Parce que, François, répondis-je, certaines femmes ne sont pas faites pour rester assises dans un coin à attendre la mort. Nous attendons la tempête. Et si la tempête ne vient pas? Nous devenons la tempête. Alors que Morvan était embarqué dans le fourgon de police, le silence dans la cour du château avait laissé place à des chuchotements. Tout le monde était rivé à son téléphone, partageant ce moment historique. Je me suis dirigé vers le bord de la Seine. Le ministre adjoint m'a rejoint. C'était impressionnant, amiral, dit-il en essuyant la sueur de son front. Mais que va-t-il se passer maintenant? Le projet a été annulé, les investisseurs se sont enfuis. La ville doit faire face à une lourde charge financière. J'ai souri. Ne vous inquiétez pas, monsieur le ministre, ai-je répondu. J'ai un plan B. J'en ai toujours un. Dans ma poche, je sentais l'ancien titre de propriété laissé par mon grand-père dans son testament, que même Morvan ignorait, ainsi que mon portefeuille bancaire. La partie militaire de la guerre était terminée. La partie financière commençait. Et cet endroit que Morvan appelait Grand Horizon appartenait en fait à ma famille depuis un siècle. Il était simplement temps de le récupérer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mes amis. Nous avons mis le méchant en prison, mais qui va nettoyer les dégâts qu'il a laissés derrière lui? Et comment Nathalie Baye va-t-elle bâtir son empire après cette victoire? Restez à l'écoute pour découvrir que la justice ne consiste pas seulement à punir, mais aussi à construire. Abonnez-vous, car la finale sera bien plus grande que vous ne l'imaginez. Le lendemain matin, lorsque le soleil s'est levé sur Saint-Lumière, la ville n'était plus la même. Les gros titres des journaux étaient impitoyables, scandale à Saint-Lumière, le maire en prison, les investisseurs en fuite. Les imposants panneaux Grand Horizon de François Morvan avaient été arrachés au milieu de la nuit par une foule en colère. La zone portuaire ressemblait à un chantier inachevé, à un champ de bataille abandonné. Mais le véritable combat se livrait derrière les portes closes de la mairie, au sein de la cellule de crise. Lorsque je suis entré dans la salle de réunion, l'air était imprégné d'une odeur de cigarettes et de désespoir. Le maire par intérim, les inspecteurs du ministère et les directeurs régionaux du Crédit Agricole étaient réunis autour de la table. Ils avaient tout le visage sombre. La situation est grave, Madame Baye, a déclaré le directeur de la banque en fermant le dossier devant lui. Il me regardait encore avec une certaine appréhension. Morvan a endetté la municipalité jusqu'au cou. L'entreprise de construction a résilié le contrat et demande des dommages-intérêts. La caisse de la ville est vide. Pour être honnête, nous parlons de faillite. L'inspecteur du ministère secoua la tête. L'État ne peut pas prendre en charge cette dette.
Il n'y a pas d'autre solution que de nommer un administrateur judiciaire et de vendre les terrains appartenant à la municipalité, y compris cette bande côtière. Un silence s'est installé dans la pièce. La vente de la bande côtière signifiait la vente de l'âme de la ville. Encore des hôtels, encore des blocs de béton. Morvan était parti, mais son fantôme était toujours présent. Je tirai ma chaise et m'assis. Je sortis de mon sac le vieux document jauni dont j'avais parlé au ministre cette nuit-là. Je le posai au milieu de la table, à la vue de tout. « Vous ne pouvez pas vendre, dis-je calmement. L'inspecteur fronça les sourcils. « Pardon ? Nous avons l'autorité légale pour le faire, madame. » « Vous avez peut-être l'autorité légale, dis-je en posant mon doigt sur le cachet daté de 1924 qui figurait sur le document. Mais vous n'avez aucun droit de propriété. Ce document est un contrat de donation conclu entre mon grand-père, l'amiral Jean-Luc Baille, et la municipalité de l'époque. Tout le monde s'est penché sur le document. Mon grand-père, et je poursuivis, comme si je donnais un cours d'histoire. Lorsqu'il a fait don de ce terrain à la municipalité, il a posé une seule condition, ce terrain ne peut être utilisé que pour des activités maritimes et dans l'intérêt public. S'il est exploité à des fins commerciales ou utilisé à d'autres fins, le droit de propriété revient immédiatement et sans indemnisation à la famille Baille. Je souris. François Morvan a déclenché cette clause lorsqu'il a tenté d'y construire un centre commercial. Légalement, ce terrain m'appartient à nouveau depuis ce matin, à 8 heures. Le choc dans la pièce fut encore plus grand que lors du gala de la veille. Le directeur de la banque desserra sa cravate. « Mais madame Baille, balbutia-t-il, même si le terrain vous appartient, les dettes, les indemnités, le coût du déblaiement des décombres s'élève à plusieurs millions d'euros. Comment allez-vous le financer? Avec votre pension de retraite? Voilà la question que j'attendais. J'aimais ce moment où les gens vous considèrent comme une simple retraitée et ne voient pas l'autre côté de l'échiquier. Je sortis un deuxième dossier de mon sac. Cette fois, c'était un dossier bancaire moderne à la couverture bleue. Il appartenait à un fonds d'investissement basé en Suisse. Ma pension suffit à peine à nourrir mes chats, vous avez raison, ai-je répondu. Mais pendant mes 40 années de service dans la marine, je n'ai pas seulement appris à lire des cartes. J'ai aussi appris à lire les marchés. Dans les années 1990, alors que tout le monde dépensait son argent, j'ai investi une grande partie de mon salaire dans des startups tech et des actions de l'industrie de la défense que personne ne prenait au sérieux à l'époque. J'ai poussé le dossier devant le directeur de la banque. Voici, ai-je dit, mon fonds d'investissement personnel. Le groupe d'investissement Le Phare. J'en suis l'unique propriétaire et gestionnaire. Le directeur a ouvert le dossier. Quand il a vu le chiffre au bas de la page, ses yeux se sont écarquillés. Il l'a dégluti. Il n'a même pas pu prononcer le chiffre. Ce chiffre, murmura-t-il. Ce chiffre permettrait de rembourser 3 fois la dette de la municipalité. Et il le remboursera, ai-je répondu d'un ton catégorique. À une seule condition. Je me levai. Le projet farfelu de Morvan sera complètement abandonné. À sa place, mon projet sera réalisé. Je me suis tourné vers la projection sur le mur. Luc a connecté le véhicule à l'extérieur et a projeté l'image. Il n'y avait pas de centre commercial à l'écran. Il n'y avait pas de montagne de béton. À la place, il y avait un complexe moderne, en harmonie avec l'environnement, de faible hauteur. Voici, ai-je dit en montrant les images à l'écran, le Centre des sciences marines et de rééducation de Saint-Lumière, une base de recherche sous-marine qui travaillera en collaboration avec l'OTAN, et également un centre de rééducation pour les vétérans traumatisés. L'expression sur les visages des personnes présentes dans la salle a commencé à changer. Le désespoir a laissé place à la curiosité. Ce projet, dis-je, c'est de la haute technologie. C'est des emplois qualifiés. Ce ne sont pas des touristes qui viendront dans la ville, mais des scientifiques et des familles de militaires. Une population qui vivra ici toute l'année et qui dépensera. Je me suis tourné vers l'inspecteur. Le gouvernement n'aura pas à débourser un seul centime. Je paierai les dettes. Je fournirai le terrain. En échange, je ne demande que l'approbation du permis par la municipalité et que le nom de Morvan soit effacé de tous les lieux publics de cette ville. La pièce est devenue silencieuse. Seul le ronronnement de la climatisation se faisait entendre. Le directeur de la banque regarda l'inspecteur. L'inspecteur regarda le président par intérim. Puis l'inspecteur se tourna vers moi. Pour la première fois, son visage exprimait un véritable respect. « Madame Baille, dit-il, je crois que nous avons un nouveau partenaire. » Nous nous sommes serrés la main. Lorsque je suis sorti de la réunion, Luc m'attendait dans le couloir. Il m'a souri. « Un fonds souverain, hein ?» dit-il. « Ne me dites pas que cet argent n'est qu'un investissement dans une start-up. Ce chiffre comprend aussi l'argent que vous avez gagné grâce aux ventes à découvert pendant la crise de 2008, n'est-ce pas ?» Je lui ai fait un clin d'œil. Un stratège aime les crises, Luc. Tu achètes quand tout le monde a peur, tu vends quand tout le monde est avide.
Lorsque nous sommes sortis du bâtiment, la foule était toujours là, sur la place. Elle nous regardait avec inquiétude. Je me suis arrêté en haut des escaliers. Rentrez chez vous, ai-je crié. Ma voix a résonné sur la place. Et dormez tranquille. Saint-Lumière n'a pas été vendu. Saint-Lumière est revenu à son propriétaire. La foule a d'abord applaudi timidement, puis de plus en plus fort. Mais je savais que cette histoire n'était pas seulement une histoire de je suis devenu riche et j'ai sauvé la situation. Morvan était en prison, mais à l'extérieur, ceux qui tiraient les ficelles, les grands frères de Paris, étaient toujours là. Et mon geste n'avait pas seulement sauvé la ville, il m'avait également mis dans le collimateur d'ennemis bien plus puissants. Mon téléphone a sonné. Il n'y avait pas de numéro à l'écran, juste numéro privé. Je répondis. Félicitations, amiral, dit la voix métallique d'hier, beaucoup plus polie, beaucoup plus dangereuse. Vous avez éliminé Morvan. Vous avez pris la ville. Mais l'argent que vous avez mis sur la table, cet argent a attiré beaucoup d'attention. Nos amis du ministère des Finances ont même commencé à s'interroger sur sa provenance. Qu'il continue, ai-je répondu en saluant la foule. Mes comptes sont transparents. La vraie question est à quel point vos comptes sont-ils transparents. Le téléphone s'est éteint. J'ai souri. La guerre n'était pas terminée. Seul le front avait changé. Mes amis qui regardent cette vidéo, si vous pensez vous aussi que l'argent n'est qu'un morceau de papier, le vrai pouvoir réside dans la façon dont on l'utilise, partagez cette vidéo. Car dans un instant, vous verrez comment nous avons dansé avec les grands frères pour bâtir notre empire. Et croyez-moi, je suis aussi doué pour la danse que pour la guerre. Paris, la ville lumière, l'aquarium géant où nagent les amoureux, les artistes et les requins les plus dangereux du monde. 3 semaines après ma victoire à Saint-Lumière, je me suis retrouvé dans le wagon première classe d'un train à grande vitesse en direction de Paris. Je regardais défiler la campagne française par la fenêtre, mais mon esprit n'était pas dans les champs, il était dans le petit disque noir qui se trouvait dans mon sac. Il avait été facile de renverser Morvan. Ce n'était qu'un piéton cupide. Mais ceux qui l'avaient mis là, la main invisible derrière le projet Grand Horizon, commençaient maintenant à me serrer la gorge. La construction était à l'arrêt. La raison n'était pas le manque de béton, mais la bureaucratie. Les inspecteurs du ministère des Finances examinaient chaque centime de mon fonds d'investissement Le Phare, jusqu'à la facture d'un chewing-gum que j'avais acheté en 1994. Les permis municipaux étaient retardés sous prétexte des examens techniques. Les habitants du village étaient inquiets. Dame rumeur commençait à circuler, l'argent de Nathalie serait-il de l'argent sale? L'ennemi essayait de m'étouffer sur mon propre terrain, selon ses propres règles. J'ai donc changé les règles du jeu. J'ai cessé de me défendre et je me suis rendu au quartier général de l'ennemi, à Paris. En descendant du train, j'ai respiré le chaos familier de la gare de Lyon. Il n'y avait pas de voiture noire qui m'attendait. J'ai pris un taxi pour me rendre dans le 8e arrondissement, dans ce club privé très spécial, qui n'avait même pas d'enseigne. Le cercle de l'ombre. C'était là que les ministres rencontraient non pas leurs maîtresses, mais leurs rivaux. C'était là que le destin du pays qui se jouait, non pas à l'Assemblée, mais sur ses fauteuils en cuir autour d'un verre de cognac. Le gardien à la porte ne m'a pas arrêté. Luc avait déjà ajouté mon nom au système de réservation du club en tant que membre d'honneur. En entrant, j'ai aperçu dans la pénombre un homme assis dans un fauteuil face à la cheminée. La voix au téléphone. Henri Valmont. Son titre officiel était secrétaire. Mais tout le monde savait qu'il était en réalité nettoyeur. L'homme qui s'occupait des sales affaires des gouvernements, qui balayait les scandales sous le tapis. La main qui tenait Morvan. Je m'approchai de lui et m'assis dans le fauteuil en face de lui sans attendre son autorisation. Amiral Baye, dit Henri en pliant le journal qu'il tenait à la main. Son visage affichait cette fausse affection qu'un grand-père porte à son petit-fils. Bienvenue à Paris. J'espère que votre voyage s'est bien passé. J'espère que nos inspecteurs ne vous ont pas trop fatigué. Vos inspecteurs font leur travail, Henri. Répondis-je en désignant une eau minérale au serveur. Tout comme vous. Henri sourit. Écoutez, Nathalie. Je peux vous appeler Nathalie, n'est-ce pas? Vous savez comment les choses fonctionnent dans notre monde. Vous avez déplacé une pièce du puzzle. Ce petit jeu des à Saint-Lumière a eu un effet domino qui a perturbé certains équilibres délicats ici. Les investisseurs sont mécontents. Et des investisseurs mécontents peuvent faire tomber des gouvernements. Il se pencha en avant. Sa voix se durcit. J'ai une proposition à te faire. Cède le projet à un consortium que nous avons désigné. Tu garderas ton argent. Les enquêtes à ton sujet seront closes aujourd'hui. Tu pourras vieillir dans ta jolie ville avec tes chats. Sinon, il leva son verre de cognac. Sinon, un dossier prêt à être utilisé pour associer l'origine de l'argent de ce fonds au financement du terrorisme. T'attends. Tous tes biens seront saisis. Et tu passeras le reste de ta vie à l'infirmerie de la prison. Je souris. C'était le même sourire froid que j'avais adressé à Morvan. Henri, dis-je. Tu sais quel est ton problème? Tu me considères toujours comme un joueur.
Or, je suis le créateur du jeu. Je sortis le disque noir de mon sac. Je le posai sur la table, à côté du verre de cognac. Qu'est-ce que c'est? Demanda Henri avec dédain. Encore les enregistrements de Morvan. Cet homme est fini, Nathalie. Nous l'avons déjà éliminé. Ce n'est pas Morvan. Dis-je. C'est toi. Les yeux d'Henri se posèrent sur le disque. Luc, mon petit génie. Et je poursuivis. Il a trouvé quelque chose d'intéressant en parcourant les hommes de Morvan. L'argent du projet Grand Horizon venait bien du Luxembourg, oui. Mais d'où venait l'argent sur ce compte luxembourgeois? Le sourire d'Henri s'est figé. D'une organisation caritative basée au Qatar. Ai-je répondu. Et au conseil d'administration de cette organisation caritative, on trouve une société qui porte le nom de jeune fille de ta femme. De plus, on constate que les commissions perçues sur le contrat de frégate annulé l'année dernière par le ministère de la Défense ont été versées sur ce même compte. La main d'Henri trembla. Il posa son verre de cognac sur la table. C'est un secret d'État, murmura-t-il. Si vous publiez cela, vous serez jugé pour trahison. Je ne le publierai pas, dis-je en me calant dans mon fauteuil. Si je suis arrêté, si mes comptes sont saisis ou si une seule brique manque à mon projet à Saint-Lumière. Luc a mis en place une clé mortelle, qui enverra le contenu de ce disque simultanément au monde, au New York Team et au service secret chinois. Henri m'a regardé. Il n'y avait plus de mépris dans ses yeux. Il n'y avait qu'une peur pure. Il ne voyait plus une tante devant lui, mais un amiral assis devant le bouton nucléaire. C'est du bluff, dit-il, mais il n'y croyait pas lui-même. 40 ans. Ai-je dit. Passez dans les sous-marins, Henri. Nous ne bluffons pas. Nous appuyons simplement sur la gâchette. Le silence s'est répandu comme un brouillard dans l'atmosphère pesante du club. À part le crépitement du feu dans la cheminée, il n'y avait aucun bruit. Henri regarda le disque. Puis il me regarda. Que veux-tu? Demanda-t-il. Sa voix était celle d'un commandant qui acceptait la défaite. 3 choses. Ai-je répondu en les énumérant sur mes doigts. Premièrement, tous les inspecteurs de Saint-Lumière se retireront demain matin. Leurs rapports seront classés propres. 2. Le document priorité stratégique nationale nécessaire à mon projet sera signé ce soir et m'envoyé. Ainsi, aucun bureaucrate local ne pourra m'atteindre. Et 3. Je me suis levé. Ne m'appelle plus, Henri. Je suis à la retraite. Je veux la paix. Et perturber ma paix est une question de sécurité nationale. Henri secoua lentement la tête. D'accord, dit-il. D'accord, tu as gagné. Je laissai le disque sur la table. Garde-le. En souvenir. Mais n'oublie pas que j'en ai une copie. Quand je suis sorti du club, le soir tombait sur les rues de Paris. La tour Eiffel scintillait. Je pris une profonde inspiration. L'air qui remplissait mes poumons n'était plus étouffant, il sentait la victoire. C'était une victoire plus grande que celle que j'avais remportée contre Morvan. Car cette fois, je n'avais pas seulement sauvé ma ville, j'avais aussi assuré mon avenir. Mon téléphone sonna. C'était Luc. Amiral, dit-il joyeusement. Les inspecteurs viennent de quitter l'hôtel. Ils partent précipitamment. Que leur avez-vous fait? De la magie? De la diplomatie, Luc, répondis-je en montant dans le taxi. Juste un peu. De diplomatie agressive. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, répondis-je en donnant l'adresse gare de Lyon. Au chauffeur de taxi. Maintenant, nous rentrons à la maison. Nous avons un avenir à construire. Mes amis, parfois, les plus grandes batailles ne se gagnent pas avec des armes, mais avec des connaissances. Nous arrivons à la fin de la série La femme qui ne se laisse jamais sous-estimer. Dans quelques instants, vous verrez comment Saint-Lumière a changé et comment la légende de Nathalie s'est achevée. Préparez vos mouchoirs, car cette finale ne sera pas seulement une histoire de vengeance, mais aussi une histoire de renaissance. Le temps est comme les vagues de la mer. Parfois il vous abat, parfois il vous emporte au sommet. L'important n'est pas de lutter contre la vague, mais d'apprendre à surfer dessus. 12 mois se sont écoulés depuis l'arrestation de Morvan et cette négociation tendue à Paris. C'est à nouveau l'été à Saint-Lumière. Mais l'air n'est plus chargé de cette lourde poussière de béton, il est désormais imprégné d'iode, de jasmin et d'un parfum d'avenir. Je me trouve actuellement sur la colline qui surplombe l'ancien site du projet Grand Horizon, c'est-à-dire le couloir nucléaire. Mais ici, ce n'est pas un centre commercial qui est en train de voir le jour. Derrière moi se dressent des bâtiments bas, respectueux de la nature, construits dans un mélange harmonieux de bois et de verre. Le panneau indique Centre Nathalie Baye Institut des sciences marines et de rééducation des anciens combattants. Je regarde en bas depuis le balcon. Les navires de recherche de l'OTAN sont amarrés dans le port. Sur la plage, il y a des océanographes venus du monde entier et des soldats qui suivent un traitement pour un syndrome de stress post-traumatique. Certains regardent la mer depuis leur fauteuil roulant, d'autres perçoivent les secrets de l'océan dans les laboratoires. Les commerçants de la ville sont heureux, car cet endroit est devenu un lieu vivant toute l'année.
Générateur de science et d'honneur. Luc est à mes côtés. Il a abandonné son vieux sweat à capuche déchirée. Il porte une élégante chemise en lin. En tant que directeur de la cybersécurité et des données de l'Institut, il est désormais un homme respectable et respecté. Mais la lueur espiègle dans ses yeux est toujours là. Amiral, dit-il en me tendant sa tablette. Avez-vous vu les bulletins du matin? Il y a une petite nouvelle en page 3 de la tablette. L'ancien maire François Morvan a demandé à être assigné à résidence en raison de son bon comportement en prison et de ses problèmes de santé. Mais le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'il avait blessé la conscience publique. Tous les biens de Morvan ont été saisis afin de réparer les dommages causés à la ville. Karma, dis-je en souriant. Elle arrive parfois tard, mais elle ne se trompe jamais d'adresse. Ce n'est pas tout, dit Luc en faisant défiler la page. Henri Valmont, ton ami à Paris. Il a pris sa retraite sans faire de bruit. Il ne s'est pas installé dans le sud de la France, mais dans un village en Islande. Je pense qu'il veut rester loin des mers chaudes. Je souris. Henri était un homme intelligent. Il avait compris le message. J'entends une voix en bas. Madame Baye, tout le monde vous attend pour le discours d'ouverture. C'est Pierre, le garde de sécurité qui avait reçu l'ordre de me faire descendre de scène ce soir-là. Il est maintenant directeur administratif de l'Institut. Son fils étudie la biologie marine grâce à une bourse. Je prends ma canne. Non pas parce que j'en ai besoin, mais parce qu'elle est un symbole. C'est mon bâton. En marchant vers le podium, je vois la foule. Il n'y a pas que des bureaucrates, mais aussi des pêcheurs, des étudiants, des soldats et les habitants de Saint-Lumière. Ils m'applaudissent. Cette fois-ci, ce ne sont pas des applaudissements de surprise comme ceux de la nuit dernière. Ce sont des applaudissements chaleureux, pleins de gratitude. Je m'approche du micro. Je balaye la foule du regard, puis je me tourne vers la caméra, c'est-à-dire vers vous. Il y a un an, dis-je, on m'a dit « va aimer tes petits-enfants ». On m'a dit que mon temps était écoulé, que je devais me retirer. Selon eux, le pouvoir d'une femme était limité à sa jeunesse. En vieillissant, nous devions devenir invisibles. Je prends une profonde inspiration, mais ils ont oublié une chose. Nous, les femmes, sommes comme le vin. Les années ne nous vieillissent pas, elles nous affinent. Nos expériences, nos souffrances et nos déceptions nous rendent plus fortes. Et une femme ne s'affaiblit pas lorsque ses cheveux blanchissent. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'elle devient vraiment dangereuse. Car elle n'a plus rien à perdre, elle n'a plus qu'un monde à gagner. Je montre l'Institut derrière moi. Cet endroit est le monument dédié à ceux à qui on a dit « tu ne peux pas ». C'est la victoire de ceux qui ont été sous-estimés. À la fin de mon discours, je coupe le ruban. Le bruit des ciseaux est aussi satisfaisant que celui du micro qui a mis fin à la carrière de Morvan. Une fois la cérémonie terminée, je rentre chez moi au coucher du soleil. Richelieu m'accueille à la porte. Je le prends dans mes bras et je sors sur la véranda. La mer est calme. L'horizon est infini. Ai-je des millions d'euros sur mon compte? Oui. Suis-je la personne la plus puissante de la ville? Oui. Mais ce n'est pas ma plus grande victoire. Ma plus grande victoire, c'est le clin d'œil que m'a fait la femme que j'ai vue dans le miroir ce matin à la jeune lieutenant d'il y a 40 ans. Nous avons réussi, ma fille. Lui et je dis. Nous avons changé le monde. Si vous me regardez en ce moment, peut-être avez-vous le cœur brisé. Peut-être avez-vous été licencié. Peut-être quelqu'un vous a-t-il rabaissé. Peut-être êtes-vous simplement fatigué. Levez-vous. Essuyez vos larmes. Ressentez cette colère froide. Et commencez à faire des plans. Car votre histoire n'est pas terminée. Votre histoire ne sera terminée que lorsque vous direz c'est fini. Je suis Nathalie Baye, l'amiral dans l'ombre. Et ceci est mon dernier rapport. C'est bon. Éteignez les lumières. L'opération est terminée.